C'est un collègue qui est passé devant moi dans l'open space, qui écoutait ma conversation et qui m'a dit « Mais Leslie, pourquoi tu lances pas un podcast ?» Et moi j'ai fait « Faut pas me lancer sur ce sujet ». Et c'est vrai que là j'ai tous mes souvenirs de ma petite expérience en radio qui a ressurgi. Et j'étais là « Ah oui, mais évidemment, ce serait mon projet de rêve ». Et j'ai ressorti mon micro, parce que j'ai mon propre petit micro avec lequel je me baladais avant pour faire des reportages. Je l'ai ressorti du fin fond d'un tiroir. Ça faisait 7 ans que je l'avais pas touché. C'était incroyable. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Et oui, surprise, aujourd'hui ce n'est pas la voix de Leslie que vous entendez, mais c'est bien la mienne, je suis Jérôme Billois. Pour cet épisode spécial, j'ai effectivement fait passer Leslie de l'autre côté du micro. Bonjour Leslie. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur ton propre podcast. Merci. Et surtout, merci de me laisser ta place le temps d'un épisode. Pour remettre le contexte, en fait, il faut savoir que j'ai quand même été interviewé pas mal de fois et qu'à force, j'avais envie de tester un peu le rôle du journaliste. Et ce jour est arrivé et je peux vous dire que voilà, c'est une surprise pour moi, c'est une première, mais ça va pas être la seule surprise que vous aurez dans cet épisode. Restez bien avec nous tout au long de sa durée. Mais alors, pour commencer, on va être fidèle à la tradition, parce que ça reste quand même ton podcast, Leslie. Et donc, est-ce que tu peux te présenter et me raconter comment tu es arrivé dans le monde de la cybersécurité ? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est assez fou, en effet, aujourd'hui, de se retrouver de l'autre côté du micro pour moi. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour cette belle introduction. Je suis vraiment très flattée d'être ton invité aujourd'hui. Il faut savoir que je me suis déplacée aussi dans les locaux de Wavestone. Donc, je suis vraiment l'invitée de Wavestone et donc de Jérôme Billois aujourd'hui. Pour revenir donc rapidement sur mon parcours, je m'appelle Leslie Fornero, mais je ne viens pas du monde de la cybersécurité. Ça fait maintenant 3 ans, déjà 3 ans, que j'ai intégré ce milieu et ça s'est fait un petit peu par hasard. En fait, je suis passée par différentes startups de la tech avant d'arriver dans la cyber. J'ai fait beaucoup de SEO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une stratégie de marketing digital qui permet de ranker sur les recherches organiques de Google. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et avant ça, j'ai fait de la com au sein d'un établissement public du ministère de la Culture. Et encore avant ça, j'ai fait un peu de radio. Et oui, c'est de là que me vient la passion podcast. À l'époque, j'avais pas réussi à en faire mon métier. C'était vraiment tout de suite après mes études. Et comme j'arrivais pas à en vivre, j'ai dû abandonner mes rêves et me lancer dans le monde de l'entreprise et du salariat. J'ai plus retouché à un micro avant de lancer ce podcast au cours de mon aventure chez Stoic. Donc actuellement, je suis responsable du marketing et de la communication chez Stoic France. Donc mon rôle, c'est de faire connaître Stoic, faire rayonner Stoic auprès de nos publics qui sont des courtiers en assurance et de les sensibiliser aux risques cyber, de leur expliquer comment notre produit d'assurance peut aider leurs clients PME et ETI à se protéger contre ce risque. Et il faut savoir que je suis la 6e employée. Donc j'ai eu l'honneur de participer au lancement d'une entreprise qui est aujourd'hui en pleine croissance. On a ouvert pas mal de pays. Pendant un temps, je m'occupais même de la communication et du marketing pour le marché allemand parce que je parle allemand. J'ai fait une grande partie de mes études en Allemagne. Et puis, j'ai dû me recentrer sur la France parce que ça devenait difficile de tout gérer. Et surtout, j'avais très envie de dédier plus de temps au podcast. Mais ça, on va en parler durant cet épisode. On voit que la radio ne t'a pas quitté, que tu as justement encore beaucoup de réflexes de ce monde-là finalement, et on voit cette passion derrière pour l'audio et le fait d'interviewer les gens, en tout cas dans tous les épisodes que j'ai pu voir moi. Alors si je t'ai proposé de réaliser cet épisode, c'était finalement pour une raison bien particulière. Tu as remporté le trophée européen de la femme cyber, organisé par le CEF6, dans la catégorie des métiers support de la cybersécurité. Et finalement, j'ai vu passer cette cérémonie et toutes les personnes qui étaient mises en avant et je trouvais ça vraiment très bien. Et je t'ai félicité sur LinkedIn. Oui, et finalement, c'est là où j'ai lancé une idée un peu en plaisantant, en disant, mais finalement, toi aussi, tu mériterais d'être interviewé dans ton propre podcast. Et finalement, on s'est dit chiche, on s'est tapé dans la main. C'était une blague à la base. Mais voilà, nous y sommes, donc oui, tout à fait. Mais oui, nous l'avons fait. Alors, voilà, le prix qui fait quand même qu'aujourd'hui, tu es la personne interviewée. Revenons un petit peu sur ce prix. Comment est-ce que tu l'as connu ? Est-ce que tu peux nous en présenter ses contours, son historique ?
Alors oui, du coup, il faut savoir que j'ai apporté le prix, il est là sur la table, je l'ai apporté pour toi, Jérôme. Il faut savoir que c'est pas très pratique de se promener avec parce que ça pèse son poids. Il est très beau, il est en verre, il y a mon nom qui est gravé dessus, j'en suis vraiment très très fière. Alors oui, je suis très très honorée de ce prix. Pour moi, il marque une étape très importante dans mon parcours professionnel parce qu'il m'apporte évidemment de la reconnaissance pour le travail que j'ai mené depuis 3 ans dans le secteur de la cyber et surtout beaucoup de visibilité. Ça me permet de m'ouvrir des portes pour mener de nouveaux projets, par exemple. Pour revenir un peu sur le trophée en lui-même, il est organisé par une association qui s'appelle le CEF6, qui est l'acronyme de l'Association du Cercle des femmes dans la cybersécurité, qui met en lumière les femmes qui œuvrent dans ce secteur. Alors évidemment, si ces associations et ces prix existent, c'est parce qu'on trouve encore trop peu de femmes dans la cybersécurité. Malheureusement, c'est bien clair. Alors, pour être complètement transparente, quand je suis arrivée dans la cyber et que j'ai découvert ce prix, moi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre d'avoir un prix dédié aux femmes. Nous, souvent, les femmes, elles disent on aimerait bien être récompensées pour notre travail et pas forcément pour le fait que l'on soit une femme. Et en plus, je n'ai jamais souffert d'être une femme dans le monde de la tech ou en général. J'ai toujours été, évidemment, dans des environnements plutôt masculins. Enfin, je dis évidemment parce qu'en fait, finalement, quand on le vit, on ne se rend pas compte forcément sur le coup qu'il y a des inégalités qui persistent. Mais tu l'as compris, je suis une idéaliste et pour lutter contre les inégalités, il faut les rendre visibles. Donc, je suis aujourd'hui convaincue de la nécessité de ce type de récompense. Et vraiment bravo et félicitations aux équipes du CEF6 pour toute l'énergie qu'elles mettent dans ce beau projet. Merci à eux. C'est clair, merci pour toutes ces initiatives. C'est beaucoup de travail et c'est un travail vraiment au quotidien où il faut rien lâcher. Et justement, en parlant de rien lâcher, des fois les prix, on se dit ils vont venir pour nous, ils vont venir tout seuls ou on va remarquer ce qu'on fait. Mais en fait, bien souvent, il faut candidater. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il faut parfois sortir un peu de soi-même pour candidater. C'est vrai. Raconte-nous, toi, pourquoi tu as décidé finalement de franchir ce pas et comment tu as vécu cette expérience? Alors oui, je te confirme, c'est pas du tout naturel de postuler pour soi-même à un prix ou à un trophée. Donc moi, pour tout avouer, je suis ces trophées depuis 3 ans. Donc la première année dans laquelle j'étais dans la cyber, je venais juste de lancer mon podcast d'ailleurs et je me suis dit très naïvement, peut-être que l'an prochain, je serai peut-être, mon nom sortira peut-être dans les personnes qui vont être récompensées pour le travail. Si jamais mon podcast marche et que j'arrive à sortir du lot. Et puis, l'année d'après, non, mon nom n'est pas sorti du tout du lot. Et on m'a expliqué après, en fait, comment il fallait faire pour pouvoir être nominé. En fait, évidemment, il n'y a personne qui vient nous chercher et qui nous dit, ça peut arriver que d'un coup, tout l'écosystème se mette à recommander quelqu'un pour un trophée. Évidemment, c'est super quand ça arrive. Bon, moi, personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'arrive. Donc, il a fallu que je me mette au travail. Bientôt. Et dans le monde de la cyber, je me suis fait des amis, dont une qui m'est particulièrement chère aujourd'hui et qui se reconnaîtra dans le podcast. Elle avait gagné un trophée l'an passé, puisqu'il y a plusieurs catégories, donc on peut gagner plusieurs trophées. Et elle m'a expliqué comment il fallait faire pour postuler et se faire recommander pour optimiser ses chances de gagner. Donc elle était vraiment convaincue que j'allais gagner. Elle m'encourageait tous les jours et son encouragement était vraiment très précieux pour moi. Donc c'est chouette de voir aussi cette solidarité féminine qu'il y a dans l'écosystème cyber. Donc j'ai monté ce fameux dossier pour répondre à chaque question posée dans le formulaire demandé par le CEF6 pour postuler. Je l'ai fait relire par un cercle restreint et puis je l'ai diffusé au compte-gouttes à tout mon réseau, en fait, à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'écosystème. Et là, ça a été incroyable pour moi parce que tout mon réseau en fait m'a répondu positivement et m'a recommandé. J'ai reçu énormément de messages d'encouragement et de soutien et ça a été pour moi vraiment la première des récompenses. Je me suis même dit à ce moment-là, vraiment, si je gagne pas le trophée, c'est pas grave. Juste ce moment, juste tous ces messages, ils me donnent tellement d'encouragement pour la suite que déjà ça me va très bien. C'était vraiment un plaisir. C'est clair que ça fait chaud au cœur quand on voit finalement arriver cette forme de reconnaissance et finalement, voilà, la reconnaissance du travail réalisé depuis toutes ces années, c'est quelque chose de vraiment super. Justement, tu parlais de la candidature. Là, il y a beaucoup de questions, il y a des questions pièges, il y a des questions compliquées.
Alors, en fait, il n'y a pas de questions pièges. On peut répondre à toutes les questions assez facilement. Ce qui est plus difficile, c'est de préparer des textes qui font, je crois que la limite, c'est 2000 caractères par question. Et il y en a 4 ou 5. Donc, en gros, l'idée de monter ce dossier, c'est de faciliter aussi les démarches des personnes qui vont me recommander. Parce qu'en fait, on a tous un emploi du temps vraiment très, très rempli. Donc, quand on doit recommander quelqu'un et qu'on ne sait pas trop comment la présenter, quels mots utiliser, etc., ça demande quand même un peu de réflexion, de se poser et de travailler là-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faciliter la vie des personnes qui allaient me recommander, qui me connaissent déjà et qui me font confiance. Et donc, j'ai préparé ces textes à l'avance. Et oui, c'est vrai que c'était beaucoup de travail quand même de faire tout ça. Ah oui, pour une belle reconnaissance. Mais on encourage toutes les autres femmes qui peuvent écouter ce podcast justement à candidater, à se lancer dans le processus. Et je veux C'est bien jamais coacher, simple. Il n'y a pas de problème. Ah ben voilà, une annonce. Leslie a décidé qu'elle pouvait coacher aussi, donc n'hésitez pas à la contacter. Bon, on l'a fait pour moi, donc je le fais volontiers pour les autres. C'est bien. Revenons peut-être au cœur de ce sujet, qui est la place des femmes dans la cybersécurité. Pour le coup, on sait qu'il y a très peu de femmes dans le domaine de la sécurité. Qu'est-ce que tu penses de cet état de fait? Et puis, finalement, comment toi, tu verrais un peu les choses évoluer au fil du temps? Alors, je dirais pas qu'il y en a très peu, il y en a. Elles existent. En statistique, en proportion, c'est quand même faible. Alors, on les est chiffres bien en dessous de la parité. C'est entre 11% et 14% selon les études. Apparemment, ça évolue et ça va dans le bon sens. Voilà. Moi, je pense en effet qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais pas seulement dans la cybersécurité. Pour moi, la société entière, j'ai envie de dire même le monde entier, a du travail à faire pour arriver à finalement ce qu'on cherche ici. Ce qu'on cherche, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, sincèrement, je ne sais pas si ça arrivera un jour qu'on ait la parité dans tous les métiers. Il y a des choses qui sont très, très ancrées dans nos inconscients. On a des biais cognitifs. Moi, j'entends souvent oui, mais les femmes, elles s'intéressent pas à ces métiers-là, ou alors oui, mais les femmes, les mathématiques, c'est pas leur truc, des choses comme ça qui sont encore très ancrées dans nos sociétés. Après, moi, je trouve que j'ai quand même énormément de chance en tant que femme d'être née et de vivre dans une société, dans un pays qui me permet, moi, de faire le métier que je veux et de vivre ma vie comme je l'entends. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangée, j'en souffre pas. J'ai l'habitude donc d'évoluer dans un milieu masculin. J'adore mes collègues, j'ai jamais eu de problème de sexisme au travail. Peut-être que j'ai de la chance, je sais pas, mais pour moi, c'est normal. J'en connais pas mal, je comprends. Ouais. Je comprends que tu les adores. Oui, ouais. Petit clin d'œil à mes collègues du CERT stoïque. Et puis, on se souvient aussi qu'il y a des métiers, par exemple, des métiers un peu plus historiques, instituteurs, médecins, avocats. Il y a 60 ans, c'était que des hommes. Et c'est quand même assez récent aussi que le monde du travail se féminise. Et les métiers de la cybersécurité, c'est des métiers nouveaux qui font pas encore rêver les enfants. C'est pas des métiers qui vont susciter des vocations comme médecin, avocat, etc. Il y a quand même beaucoup de travail qui est fait autour de ça. C'est en train de changer et les enfants aujourd'hui grandissent avec les écrans et il risque d'y avoir une vague de vocation pour ces métiers-là, je pense, dans peu de temps. En tout cas, j'en serais ravie. Voilà, tout l'écosystème œuvre pour, avec beaucoup d'actions tournées vers la jeunesse pour faire connaître les métiers, leur intérêt, même au plus jeune âge. On peut rapidement expliquer qu'on est les policiers des ordinateurs, qu'on est sur la sécurité des ordinateurs. Moi, je dis les pompiers de la cyber. Ou les pompiers et aussi. Les cyber-héros. Voilà. Les cyber-héros, c'est mon préféré. Alors, quelle action tu aimerais voir, toi, peut-être, pour que cette situation évolue positivement ? Alors, j'ai pas de recette magique, mais évidemment, les trophées, par exemple, du CEF6, c'est une bonne idée. D'ailleurs, Nassira, la présidente du CEF6, a annoncé cette année qu'elle aimerait bien que ce trophée soit ouvert aux hommes, également à l'avenir, ce qui serait aussi une belle évolution dans ce sens-là, pour remettre de l'égalité dans l'autre sens aussi. C'est vrai que c'est un sujet qui pâtit de sa complexité et de ses limites, qui sont souvent rapidement atteintes. Pour pas tomber, il faut éviter de tomber dans le plaintif ou dans la confrontation homme-femme, c'est pas du tout ce qui est recherché. Moi, je pense qu'il y a des choses plus ou moins simples à mettre en place pour attirer les talents vers les talents féminins, mais aussi des talents tout court. Aujourd'hui, on a une pénurie de talents vraiment énorme dans la cybersécurité. Et on rappelle aussi, quand même, en passant, comme je l'avais d'ailleurs dit dans mon petit discours quand j'ai reçu le trophée, que ce sont des équipes féminines qui ont codé les premiers ordinateurs au monde. Donc l'idée, c'est aussi de faire revenir les femmes vers ces métiers-là, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elles aient
pas leur place. Il y a beaucoup d'associations qui vont dans des écoles pour parler de ces métiers. Moi, ça, je trouve ça vraiment super. Pour ma part, je pense que si on m'avait orientée vers ces métiers quand j'étais au lycée, je pense que c'est possible que j'aurais directement été intéressée. plongée dans le domaine. Oui, moi je suis arrivée là par des moyens détournés et puis j'ai pas du tout un métier technique, mais c'est vrai que moi je trouve que la cybersécurité c'est fascinant. Et puis il faut, et je sais que tu le sais, mais il faut complètement arrêter de penser que la cybersécurité ce n'est que des métiers techniques extrêmement cloisonnés où on ne voit personne, on ne parle avec personne. C'est malheureusement l'image envoyée souvent dans les médias. Mais c'est très très loin d'être la réalité. Et d'ailleurs, justement, en parlant de l'image renvoyée dans les médias, j'avais sorti un chiffre une fois qui sort d'une étude, c'est les femmes représentent 52% de la population, bon ça on le sait, et pourtant elles ne représentent que 18% des personnes qui sont interrogées dans les médias de manière globale, donc que ce soit dans la cyber ou pas, on en retrouve cette inégalité ailleurs. Donc en effet, on a assez peu de rôles modèles féminins, et là il y a quand même un travail à faire aussi, je pense, du côté des médias, mais aussi des entreprises qui pourraient mettre plus de modèles féminins en avant. Et aussi, un dernier point qui revient, qui me vient en tête, c'est celui d'arrêter peut-être de culpabiliser les femmes, de leur dire vous devriez faire comme ci, comme ça, etc. Parce que en fait, les efforts, ils devraient se faire dans les deux sens. Nous, on arrive dans un monde qui a ses codes, et en fait, les codes, on peut aussi les adapter pour que ce monde-là soit plus accessible à certains publics. Tu évoquais à l'instant les rôles modèles dans le domaine de la cyber, mais finalement, tu peux en être un aussi. Est-ce que tu peux... dans une moindre mesure. Voilà, mais quand même, tu travailles dans la cyber, tu es une femme. C'est quoi justement ton travail au quotidien? Comment tu œuvres dans notre domaine? Et quelles sont les particularités aussi finalement de Stoic chez qui tu travailles aujourd'hui? Et quelque part, qu'est-ce qui t'a attiré pour rentrer dans le domaine de la cyber? Ah oui, qu'est-ce qui m'a attiré dans la cyber? Moi, c'est beaucoup de hasard en fait, toute cette histoire, mais en gros, j'ai travaillé dans pas mal de startups, et donc moi, il y a quelques années, j'étais à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle. En fait, j'ai pas postulé à des entreprises, je ne savais pas dans quel secteur d'activité j'avais envie de travailler. Du coup, j'avais envie d'évaluer un petit peu toutes les possibilités. Et ce qui s'est passé, c'est que mon profil a été poussé dans une newsletter qui s'adressait à des entreprises qui se lançaient sur le marché et qui cherchaient à recruter leurs premiers employés. Et suite à cette newsletter, j'ai été contactée par une centaine d'entreprises. Ah oui, quand même. Donc là, j'ai pu évaluer un petit peu toutes les possibilités qui s'offraient à moi. C'était vraiment exceptionnel. Ma boîte mail, elle a explosé, mon LinkedIn a explosé. Et puis, j'avais d'un coup tous ces mondes différents qui s'offraient à moi. Donc, je pouvais regarder tous les postes qu'on me proposait potentiellement, pour lesquels je pouvais potentiellement convenir, et tous les secteurs d'activité dans lesquels je pouvais travailler, puisque faisant du marketing et de la communication, je peux travailler finalement dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment génial. Et de ces 100 entreprises, j'ai discuté avec une cinquantaine. Donc, j'ai fait un premier tri. Tri impressionnant. Voilà. J'avais un beau tableau Excel. Donc, j'ai parlé avec une cinquantaine d'entreprises, et après, j'ai passé quelques cas pratiques, etc. Et finalement, la seule entreprise pour moi qui sortait du lot et qui m'a vraiment interpellée et qui c'était Stoic, en fait. C'était la cybersécurité. C'est la seule dans le lot qui était une entreprise de cybersécurité. Et j'étais là, mais en fait, ce sujet-là, je vais jamais m'ennuyer, en fait. Puis moi, c'est un peu ce que je cherchais. Moi, j'aime bien les sujets un peu complexes. J'ai envie de me projeter sur le long terme et de me dire, je vais vraiment pouvoir m'amuser avec ce sujet, et puis le traiter vraiment en profondeur. Alors là, tu prêches un convaincu, évidemment, mais effectivement, c'est quand même un secteur qui n'arrête jamais de bouger, que ce soit les innovations technologiques, que ce soit les différentes attaques, que ce soit les réglementations, et la largeur des sujets dans la cybersécurité, effectivement, est incroyable. Évidemment, là, 3 ans et demi après, je n'ai toujours pas fait le tour du sujet. Donc, le monde de la cyber reste ouvert, et la vie du podcast est encore très longue. Et plus de 20 ans après, je te rassure, moi non plus. Il y a encore plein de choses à découvrir tous les jours. Et donc, le deuxième point aussi, c'est que j'ai fait que des créations de postes depuis que je travaille. Et ma spécialité, c'est de monter des projets et de partir de zéro et de me lancer sur un nouveau terrain de jeu, et de voir tout ce champ des possibles et de tester plein de choses. Et ça, c'était possible chez Stoic. C'était aussi ça. Je suis arrivée, j'étais la 6e employée. Il y avait toute une histoire à écrire, et j'avais carte blanche sur tous mes projets.
L'idée, ma mission principale, c'était de faire rayonner la boîte et aussi de sensibiliser à la cybersécurité parce qu'il y a 3 ans et quelques encore, et c'est toujours pas aujourd'hui inné non plus chez tout le monde, d'avoir les bons réflexes en cybersécurité. Il faut répéter tout le temps le phishing, comment s'en prémunir, etc. Enfin, c'est un sujet qui va prendre plus d'ampleur plus qu'autre chose, donc il faut continuer de répéter. Et du coup, dans le cadre de mon travail, j'ai pu mener des projets vidéo, par exemple. Donc, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui ont été victimes de cyberattaques et qui m'ont raconté leur cyberattaque face caméra. Et ça, c'était vraiment des grands moments de vidéo que j'ai vécu avec ces dirigeants d'entreprise qui exprimaient vraiment le drame que c'est de subir une cyberattaque. Et puis, je m'étais aussi donné comme mission depuis le début d'essayer de casser un petit peu les codes visuels et narratifs qu'on connaît dans la cybersécurité. On en avait déjà parlé lors de notre podcast à nous, l'an dernier, Jérôme. Le hacker ensuite à capuche, etc. Et puis, c'est toujours ce qu'on trouve aujourd'hui dans les reportages télé. Quand on parle de cybersécurité, il y a systématiquement le gars qui code dans le noir avec une capuche sur la tête. C'est quand même assez incroyable. Alors que les gens qui travaillent dans la cybersécurité, du côté sécurité, mais ils sont en fait comme toi, là, t'es en costume. Effectivement. Voilà, et puis on a la lumière et on ne code pas dans une cave dans le noir. Donc tout ça, j'avais envie un peu de démystifier un petit peu tout ce sujet et de le rendre accessible visuellement et aussi narrativement pour le grand public. Donc c'est pour ça aussi que j'ai lancé le podcast. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, la grande activité que tu as lancée et qui permet d'atteindre finalement les objectifs que tu évoques là, c'est le podcast. Podcast qui est de plus en plus connu, qui est de plus en plus écouté, qui est, je le sais, très apprécié. Tu viens un peu d'évoquer sa genèse, mais est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu quand et comment l'idée est née dans les détails ? Oui, avec plaisir. Alors pareil, tout ceci est une histoire de hasard, beaucoup. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait très bien les choses, parfois. Ça faisait 6 mois, je crois, que je travaillais chez Stoic, donc c'était au début. Et justement, j'étais dans cette phase où je testais un petit peu des formats pour voir ce qui marchait pas, des formats de sensibilisation. Et à la base, donc moi, je viens du monde du SEO, donc j'avais pas mal bossé sur l'ancien blog de Stoic pour essayer, pour faire des articles sur les cyberattaques, sur le phishing, etc., de thématiser. Et puis on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une interview qu'on publierait sur le blog. Et puis je me suis, c'est vraiment tout bête, j'ai juste proposé qu'on enregistre cette interview pour apporter un petit format en plus d'avoir l'interview écrite, qu'on puisse avoir l'option j'écoute l'interview et pas seulement je lis l'interview parce que c'est une interview longue et puis ça peut être sympa de varier les formats et de voir si ça marche, si ça prend, si ça marche pas. Donc moi, j'étais juste partie là-dessus, pas du tout sur un podcast à la base. Et puis, en fait, c'est un collègue qui est passé devant moi dans l'open space et qui écoutait ma conversation et qui m'a dit « Mais Leslie, pourquoi tu lances pas un podcast ?» Et moi, j'ai fait « Oh là là, faut pas me lancer sur ce sujet. » Et c'est vrai que là, j'ai tous mes souvenirs de ma petite expérience en radio qui a ressurgi. Et j'étais là, ah oui, mais évidemment, ce serait mon projet de rêve. Et j'ai ressorti mon micro, parce que j'ai mon propre petit micro avec lequel je me baladais avant pour faire des reportages. Je l'ai ressorti du fin fond d'un tiroir. Ça faisait 7 ans que je l'avais pas touché. C'était incroyable. Ça devait être incroyable, effectivement. On sent cette envie qui t'anime, en tout cas. Alors du coup, on a fait cet épisode que j'appelle l'épisode 0, parce que l'interview en question n'a jamais été publiée sur le podcast que j'ai lancé. Puisqu'elle a vraiment été utilisée, comme je viens de le décrire, pour accompagner un article écrit. Et puis derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, en startup, tout va très vite. Donc entre le temps où je propose d'enregistrer l'interview et le temps où on enregistre l'interview, il se passe 3 jours. Et dans ces 3 jours, on m'a dit pourquoi tu ne montes pas un podcast. En 3 jours, je n'avais pas la stratégie podcast, je n'avais pas le nom du podcast. Enfin, peut-être même pas le matériel. Voilà, peut-être même pas le matériel. Enfin voilà, tout ça s'est passé très vite. Donc j'ai enregistré cette interview et après, je me suis posée vraiment sur ok.
OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire comme podcast? Quelle serait la stratégie? Quel serait l'objectif de ce podcast? Comment on va l'appeler? Comment on va le brander? Qui est-ce que je vais inviter? Quel sujet on va traiter? Donc, il a fallu vraiment se poser sur tout ça. Et ça, je l'ai fait durant l'été, je me souviens, et j'avais commencé à contacter des premiers potentiels invités. Et puis, je suis partie, j'ai envoyé mes petits mails avec beaucoup de naïveté et je n'ai jamais reçu de réponse de personne. Ça n'a pas du tout pris au début. C'était très difficile. Oui. Voilà, donc, la traversée du désert. C'est pas si facile que ça quand on sort finalement de nulle part et personne nous connaît. Moi, ça faisait 6 mois que je travaillais dans la cyber. Personne connaissait Stoic. Enfin, ça commençait à être connu parce que je commençais à faire le travail, on va dire. Et puis finalement, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille par du relationnel, par un collègue qui connaissait un tel qui a accepté de faire le premier épisode. Et puis après, moi, je me suis rendue à beaucoup d'événements pour rencontrer les personnes en vrai et leur proposer de passer sur mon podcast. Et après, ma seconde invitée a relayé mon invitation à d'autres personnes. Et là, c'était parti. Voilà, l'effet boule de neige démarre. Mais il faut effectivement prendre sur soi, sortir, aller voir les autres. Tout à fait. Vendre ton projet quelque part. Oui, et puis d'un autre côté, ça a bien marché aussi parce que moi, j'étais vraiment ravie de rencontrer tous ces experts cyber dans des événements, etc. Et je me disais, mais c'est tellement dommage de ne pas les rendre plus visibles. Et donc, le projet a pris aussi un autre sens. L'idée, c'était pas seulement de parler cybersécurité, etc., mais c'est aussi rendre visible l'écosystème cyber. Mais alors, avec toutes ces interviews, toutes ces personnes rencontrées. Merci, oui, tout à fait. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, des choses qu'on ne sait pas sur les coulisses du podcast ? Alors, déjà, je vous ai raconté l'anecdote de l'épisode 0, la difficulté d'avoir les premiers invités. Par exemple, j'ai déjà enregistré un épisode, justement, qui n'a pas enregistré. Les premières minutes n'ont pas enregistré, donc on a dû tout recommencer. Donc ça, c'est vraiment l'angoisse de la technique. Et c'est vrai qu'à chaque fin d'épisode, je me précipite sur la carte mémoire, je le mets dans mon ordi et je vérifie que ça a bien enregistré, parce que c'est vrai, quand on enregistre 45 minutes, 1 heure de podcast et que derrière... c'est perdu, ça peut faire très mal. Oui, puis si on réenregistre, il n'y a pas la même dynamique. C'est pas Exactement. Exactement, on ne se souvient plus de ce qui a été dit ou pas, etc. Et puis après, une autre petite anecdote, j'avais entamé mon petit tour de France de la cyber durant le dernier trimestre 2024. Et puis, je m'étais mal organisée. J'étais allée à Marseille pour une journée en faisant l'aller-retour en une journée. Je n'étais jamais allée à Marseille de ma vie, donc c'est la seule fois où je suis allée. Et puis, il y a eu un problème sur mon train. J'ai eu 3 ou 4 heures de retard, je suis rentrée à 2 heures du matin. Donc c'est beaucoup d'investissement personnel aussi, le podcast, qui a beaucoup pris sur mon emploi du temps. Et puis sinon, peut-être pour faire la transition, revenir à notre sujet du début, un échec que j'ai, c'est évidemment le manque de parité dans mon podcast. Oui. Difficile. T'as quelques chiffres là pour nous éclairer là-dessus ? Voilà, si vous regardez les épisodes, donc hors épisode où il y a de multiples invités interviewés, quand je fais par exemple des petits reportages, etc. Là, j'ai pas compté ces personnes-là, mais dans les épisodes avec une seule personne, un invité ou 2, je compte en effet 45 hommes pour 10 femmes dans mon podcast aujourd'hui. Bon, tu vas pouvoir passer à 11 avec notre interview du jour. Oui, c'est vrai, je me compte pas du coup dans chaque épisode, mais c'est vrai, je vais peut-être me compter pour 2025. Mais c'est vrai qu'en 2025, je trouve que sur mes épisodes de début d'année, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que j'ai plus de voix féminines, j'ai plus de facilité d'avoir des voix féminines qu'avant. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être au fait que j'ai gagné un trophée. Effectivement, je pense qu'il doit y avoir un petit effet et un petit lien, effectivement. Mais c'est une bonne chose, parce que justement, ça aide aussi à mettre en lumière tous ces profils. Voilà, et puis la vie du podcast est encore longue, donc n'hésitez pas à continuer pour ceux qui me proposent. En fait, il y a des personnes aussi qui me contactent moi pour me proposer directement d'enregistrer un épisode, mais en fait, c'est souvent des hommes. Jamais une femme n'a fait cette démarche. Et moi, j'invite toutes les femmes qui ont envie de passer sur mon podcast à me contacter pour qu'on essaye d'organiser quelque chose. Le message est clair. Toutes les femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas. Je pense que chacune de vos parcours de vie, de vos métiers d'aujourd'hui, de ce que vous avez envie de faire, ça intéressera énormément. Ouais, le message est passé. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as encore quelques chiffres ?
que tu souhaites partager parce qu'on en... Quelques chiffres sur le podcast. Oui, exactement. Écoute, je le disais aussi lors des trophées, j'approche des 50 000 écoutes au global sur le podcast. Donc, moi, je suis très contente de ce chiffre. J'ai doublé mon nombre d'écoutes entre 2023 et 2024. La croissance d'un podcast, c'est une croissance lente. C'est-à-dire qu'on construit l'audience, la communauté sur le très long terme. Moi, je pars de zéro, pars dans tous les domaines, là, dans la cyber, dans le podcast, dans tout. Il y a 3 ans, j'avais 0 follower sur LinkedIn. Maintenant, j'en ai 5000. Et puis, c'est vraiment une communauté vraiment, j'ai envie de dire, qualifiée, de qualité, parce que c'est vraiment l'écosystème cyber, c'est vraiment des profils RSSI, de l'IT qui m'écoutent et qui me suivent. Évidemment, je souhaiterais élargir mon audience et faire en sorte que mon podcast devienne encore plus ouvert au grand public. Mais déjà que l'écosystème et cyber, IT, tech m'écoutent, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Donc ça augmente petit à petit, par palier souvent. Quand je reçois une star sur mon podcast comme Jérôme Billois ou Guillaume Poupard, les écoutes et le nombre d'abonnés augmentent d'un coup. Voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Et puis après, sinon ça se fait tout sur le long terme. Voilà. Écoute, si on peut aider, c'est avec plaisir, parce que je pense que l'initiative me plaît et c'est pour ça que je n'hésite pas à le relayer aussi de mon côté. Mais dis-nous-en un peu plus sur toi aussi, parce que finalement, c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui. Est-ce que toi, tu écoutes des podcasts, tu as des inspirations qui te viennent ? Alors oui, ce qui est marrant, c'est que, évidemment, je n'écoute pas mon propre podcast. S'écouter soi-même, réécouter sa voix, c'est très difficile. Je pense que tu peux confirmer. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Surtout que tu fais des plateaux télé et tout, moi, j'imagine même pas. Je regarde jamais, en fait. Voilà, je comprends tout à fait. Donc moi, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui m'aide pour toute la partie post-prod. D'ailleurs, je tiens à la saluer, à la remercier pour tout ce travail qu'elle fait avec moi depuis depuis 2 ans et demi maintenant. Agathe Priou, merci pour tout ce travail d'accompagnement, parce que c'est vraiment terrible de se réécouter soi-même. Et sinon, oui, évidemment, j'écoute des podcasts. Je vais en citer 2 qui m'ont particulièrement marqué l'an dernier, en 2024. Le premier, c'est Code Noir de Vincent Hazard, qui est une fiction je vous laisserai découvrir. Et puis le deuxième, c'est moi j'adore les podcasts de Philippe Collin, Face à l'histoire. Moi je suis une grande fan de l'histoire. Je pense que pour comprendre la société telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire, en tout cas en avoir un petit aperçu. Et le podcast que je recommande, et pour moi qui devrait être qui est d'utilité publique et qui devrait être au programme de l'éducation nationale, c'est celui sur Simone de Beauvoir, qui explique notamment énormément de choses sur pourquoi nous en sommes là, nous les femmes, dans le monde de la cyber et dans d'autres mondes. Effectivement, un épisode bien en lien avec le sujet du jour. Tout à fait. Alors, on vous avait promis des surprises dans cet épisode. Je pense qu'on arrive vers la principale surprise. Évidemment, c'est un peu lié au podcast, mais voilà, il me semble que tu as quelque chose à nous annoncer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et oui, c'est la grande nouvelle de 2025 pour moi. Je pars voler de mes propres ailes. Voilà, je quitte mon CDI pour développer le podcast de mon côté. Donc, les projets liés au podcast, il faut savoir, ont pris beaucoup de place ces derniers mois dans mon emploi du temps. Et pour continuer donc de le développer, il a fallu faire ce choix. C'était aussi une des raisons pour lesquelles c'était très important pour moi de gagner le trophée du Sepsis, donc parce que ça m'apporte évidemment beaucoup de visibilité, mais aussi de la crédibilité dans l'écosystème. Ça, c'est très important pour moi. Mais c'était pas une décision facile, parce que j'adore ma boîte et mes collègues, et surtout, c'est grâce à leur soutien que j'ai pu lancer ce projet-là. Oui, que tu as tout créé, effectivement. Voilà, exactement. Mais ça devenait... Oui. Je crois qu'ils vont continuer à te soutenir. Oui, tout à fait. Il y a quand même une très belle histoire à raconter. Il y aura une très belle continuité, évidemment. Mais c'est vrai, voilà, que ça devenait difficile de concilier la vie du podcast et puis tout ce que je fais aussi à côté chez Stoic, donc pour le marketing, pour la communication. Puis c'est une entreprise qui bouge beaucoup, qui évolue énormément, et donc on a décidé, voilà, d'un commun accord et avec beaucoup de bon sens, qu'il fallait que je prenne mon envol et mon indépendance. Alors justement, ton envol vers quoi, vers où ? Quelles sont un peu tes envies pour l'avenir ? Alors, évidemment, tout est à construire. Donc pour je crois que c'est ce que tu aimes, non ? Oui, voilà, tu as tout compris. Donc moi, j'adore monter des nouveaux projets. Donc c'est la première fois que finalement, je vais monter mon propre projet. Donc ça, c'est vraiment, je pense que je vais réaliser en fait un rêve que j'avais depuis très longtemps et que je peux réaliser enfin parce que j'ai réussi à monter ce podcast, parce que j'ai toutes ces expériences derrière moi qui me permettent... En fait, je vais reprendre
reprendre un petit peu de tout ce que j'ai appris dans toutes mes précédentes expériences pour moi aller vers mes projets. Y compris quand tu faisais de la radio il y a des années. Finalement, c'est des marches que tu as franchies petit à petit qui ont augmenté ton niveau de confiance en toi, ton niveau de compétence, ton niveau de connaissance. C'est génial. Et là, voilà, t'es vers le futur. Beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'en plus j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Je peux pas tout dévoiler ici, évidemment. Non, c'est dommage quand même. Non, parce que tous les je veux auditeurs pas attendent ça. mes idées. Non. Mais par contre, c'est pas moi qui vais te dire que la confidentialité n'est pas importante. Donc en tout cas, il va falloir rester connecté pour savoir tout ce qui va se passer. Exactement. Pour savoir ce qui va se passer, il faut continuer de me suivre sur LinkedIn principalement. J'ai aussi le petit compte Instagram Le Monde de la Cyber, donc pour le podcast, mais c'est sur LinkedIn principalement que je vous tiendrai au courant. Il va se passer plein de choses en 2025 et surtout j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées à monter des projets ensemble à me contacter évidemment sur LinkedIn aussi. Moi je suis toujours curieuse d'en savoir plus sur ce que les gens ont en tête et ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire. La vie du podcast est encore longue et j'ai plein de projets à monter autour et ça va être super. Et on sent que tu débordes d'énergie et d'envie de construire, donc ça c'est vraiment génial et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette belle aventure qui démarre. Merci beaucoup. Et j'ai envie d'ailleurs j'ai une pensée pour Valéria Formuntian que j'avais eue lors de mon 2e épisode du podcast, qui m'avait dit cette phrase qui m'était vraiment restée depuis 2 ans, ça m'est resté, c'était rien n'est impossible. Les seules limites sont celles de notre imagination et c'est vrai que quand j'ai pris cette décision, mais oui, en fait, il faut que je prenne mon envol, il faut que j'aille réaliser toutes mes idées, etc. J'ai l'impression d'avoir débloqué 3 niveaux dans un jeu vidéo, d'avoir activé mes super pouvoirs qui étaient enfouis depuis si longtemps. Voilà. Donc après, évidemment, j'ai aussi toutes mes vulnérabilités. Je suis très naïve depuis le début, mais c'est comme ça aussi qu'on monte de grandes choses parfois. Et c'est avec toute ma naïveté, toute mon énergie aujourd'hui que je vais et toutes tes qualités. Et toutes tes qualités. Exactement. Alors, on arrive vers la fin de l'épisode. Déjà, moi, je voulais te remercier finalement pour m'avoir donné ce rôle d'animateur. J'espère que tu seras contente de ma prestation. C'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on se fait interviewer par Jérôme Billois. C'était vraiment un honneur. Merci de m'avoir proposé ça. Écoute, les remerciements sont croisés et ce serait assez drôle, je pense, de peut-être de réitérer l'expérience dans quelques années, à voir si cela fait sens. Oui, parce qu'en plus, j'ai jamais le temps de faire mon bilan du podcast au micro. Donc, si on peut se planifier le bilan, où est-ce qu'on en est tous les 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais avec grand plaisir en tout cas. C'est une très belle idée. Écoute, parfait. On reste en contact pour faire tout ça. Et ça va être maintenant le moment de conclure. Et de conclure comme tu le fais toi d'habitude. Et donc à tous les auditeurs du podcast, on vous dit bien sûr à très vite dans le monde de la cyber. À très vite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.